Salut tout le monde, je suis Julien Martel et bienvenue à La Longue Sortie. Dans cet épisode du Sprint, je revois les meilleurs moments de la discussion complète avec Maude Bouchard, neuropsychologue chez la clinique Aléo. On discute de tout ce qui a trait au sommeil. Comment tu t'es ramassé à être une spécialiste dans tout ça? Certainement. En fait, moi, je suis neuropsychologue de formation. J'ai étudié à l'Université de Montréal. J'ai fait mon bac là-bas. J'ai fait mon doctorat aussi là-bas. C'est drôle parce que quelques jours là, avant de venir ici, je suis fan du podcast. Déjà, j'ai écouté quelques épisodes, puis je suis tombée sur le premier épisode que tu as fait, je pense, avec un collègue et ami qui parlait un peu de son background de sportif, puis qu'après ça, il a comme transféré cette motivation-là dans les études. Je me reconnaissais là-dedans. Là. Dans le fond, moi, j'ai fait de la nage synchronisée pendant des années. Okay. Au niveau compétitif, j'ai capoté, trippé sur le sport. J'ai tout l'esprit d'équipe, tout l'apprentissage qu'on a autour de ça. Puis un peu pareillement, les rêves de pousser, de s'en aller aux Olympiques, tout ça, ça s'est pas réalisé pour moi. Puis par la suite, je me suis en allée en psychologie. Puis j'ai un peu fait la même chose, transférer cette motivation-là, puis dire, OK, comme on va étudier, on va apprendre cette chose-là, rentrer au doctorat. Et j'ai travaillé avec une chercheure qui s'appelle Julie Carrier, docteur Julie Carrier, qui était spécialisée en sommeil, en fait, qui était quelqu'un que je trouvais vraiment extraordinaire. Je voulais travailler avec elle. Fait que je suis rentrée dans le domaine du sommeil à ce moment-là. Je pense que je terminais mon baccalauréat à ce moment-là. Ça a été ma directrice de thèse. Pendant le doctorat, j'ai étudié beaucoup plus le sommeil au niveau fondamental, c'est-à-dire les différents stades de sommeil, dont le sommeil lent, par exemple, les différentes zones cérébrales, comment on peut optimiser le sommeil en vieillissant. On était dans le plus fondamental. Puis quand j'ai terminé, je me suis joint à une clinique de sommeil pour vraiment développer des programmes, mais beaucoup plus comportementaux, comme pour traiter l'insomnie, par exemple. Puis voilà, je suis ici aujourd'hui. À la base, là, le sommeil, c'est quelque chose de naturel, tu sais, qui arrive un peu en vague. Finalement, il y a vraiment des cycles qui se passent où est-ce que typiquement, l'humain est fait pour dormir la nuit puis pour être réveillé pendant le jour. On parlera des horaires atypiques tout à l'heure. Je pense que ça va être un sujet intéressant. Mais tout ça pour dire qu'il y a vraiment deux forces physiologiques qui gouvernent un peu ces cycles-là. On a les rythmes circadiens et on a l'aspect de la pression du sommeil ou d'homéostasie du sommeil. L'homéostasie du sommeil, moi, j'appelle ça le principe de l'élastique, c'est-à-dire que c'est un peu comme le principe de la faim. Quand on est longtemps sans manger, à un moment donné, on se met à avoir faim, puis quand on mange, on a moins faim. C'est un peu ça avec le sommeil. Plus on est longtemps réveillé, plus notre élastique s'étire, plus notre pression au sommeil s'intensifie, plus on a de chances après ça de s'endormir. Puis il y a vraiment des petites molécules dans notre cerveau qui s'accumulent au fur et à mesure que la journée avance, qui vont nous rendre éventuellement somnolents, puis va faire en sorte qu'on s'endorme. Et l'autre aspect des rythmes circadiens, donc des cycles biochimiques qui arrivent sur une période de 24 heures généralement. Fait qu'on a une petite structure dans l'hypothalamus de notre cerveau qui est notre horloge biologique. Finalement, ça s'appelle les noyaux suprachiasmatiques, puis ça gouverne plein de rythmes d'hormones, notre température interne corporelle aussi qui va fluctuer à travers 24 heures. Puis moi, je dis toujours qu'on a un petit cocktail qui nous aide à dormir la nuit, puis il y a un autre cocktail qui nous aide à être réveillés pendant la journée. Puis quand on entend des choses comme c'est bon d'avoir un horaire de sommeil régulier ou c'est bon de s'exposer à la lumière le matin puis de diminuer en soirée, on parle de ces rythmes circadiens-là parce qu'on veut les synchroniser. T'sais, on veut qu'il se passe un peu tout le temps la même chose parce que notre petite horloge biologique, elle va se synchroniser avec des indices extérieur, elle va un peu devenir meilleure, si on veut, si elle peut se synchroniser. Donc, un indice lumineux, ça donne le signal au cerveau que c'est le temps d'être réveillé, c'est le temps de sécréter les hormones pour être conscient, présent, puis être capable de faire nos tâches pendant la journée, puis vice-versa aussi pendant la nuit. Y a-tu une différence entre la lumière que tu vas t'exposer intérieure, comme on a présentement, versus la lumière extérieure, vraiment, là, en point de vue d'impact sur ces cycles hormonaux-là? Oui. Donc, c'est beaucoup mieux de s'exposer à la lumière extérieure, même l'hiver, quand c'est nuageux, même quand il mouille, c'est mieux d'être dehors que d'être à l'intérieur. Cette lumière-là est juste notre cerveau la capte, puis comprend, puis elle est plus intense. Ouais. Donc, ça parle directement à notre petite horloge biologique, puis ça dit, OK, c'est le temps de faire ci ou c'est le temps de faire ça. Quand tu parlais de pression de sommeil, as-tu des gens, des fois, qui sentent jamais cette pression de sommeil-là, tu sais? Oui. Beaucoup dans l'insomnie, puis tu sais, l'insomnie, c'est
vouloir dormir puis pas être capable. On a Ouais. de la misère à s'endormir, on a de la misère à rester endormi, on se réveille plusieurs fois par nuit, on peut se réveiller super tôt le matin, 3 heures du matin, on se réveille, on n'arrive pas à se rendormir. Puis ces gens-là, souvent, vont arriver en clinique, vont dire « Je suis extrêmement fatiguée, je ne ressens pas la somnolence. Je le sens pas. Je suis super fatiguée, là, mentalement, physiquement, puis je suis dans mon lit, puis j'ai les yeux grands ouverts, puis j'arrive pas à dormir. » Fait que oui, ça, c'est une des problématiques de l'insomnie qu'on peut travailler pour un peu reconnecter avec ces sensations-là. Tu sais, des fois, les gens pensent que pour traiter quelque chose, on a besoin d'ajouter. D'ajouter un médicament, ajouter un truc à faire, ajouter... Moi, je le vois un peu différemment dans le traitement du sommeil. Moi, j'essaie d'enlever des choses qui pourraient un peu contrer la vague normale, tu sais, du sommeil qui arrive puis qui repart. Je pense que, tu sais, le stress, ça peut complètement masquer cette affaire-là. Il y a des effets secondaires de certaines substances ou même médicaments qu'on peut prendre qui peuvent masquer ça, l'hypervigilance, ça masque. Fait que comment on peut peut-être enlever certaines choses pour un peu revenir à la base, ressentir cette somnolence-là, puis se remettre à écouter son corps peut-être un petit peu plus, là. Y en a-tu chez qui c'est juste qu'il y a des espèces de chronotypes différents, tu sais, qui auraient tendance à tout le temps se coucher plus tard, se lever plus tard, ou tu sais, ça prend plus de temps avant d'avoir cette espèce de sensation de sommeil-là. C'est-tu vrai, ça, les espèces de je suis un oiseau de nuit ou un early bird, ou c'est-tu quelque chose qui existe vraiment? Oui, oui, il y a certaines tendances, puis il y a certains facteurs génétiques à ça. Je pourrais pas rentrer là-dedans dans les détails, sauf que il y a des gens naturellement qui vont avoir la tendance de se coucher plus tôt, se coucher plus tard. Puis si on a des ados qui nous écoutent ou parce que tu parles d'une situation qui t'est arrivée en ado, fait qu'on a, nous, notre propre chronotype qu'on appelle, mais ça change à travers la vie aussi, comme généralement. Tu sais, le sommeil change de toute façon tout le temps. Un bébé, ça dort aux 2 heures, puis ça se réveille. À un moment donné, ça consolide une période de sommeil la nuit. Mais l'ado, lui, là, typiquement, il y a vraiment un délai de phase. Chez la majorité des ados, ils se couchent super tard, ils s'endorment tard. Cette somnolence, ça arrive tard. Sauf que là, nous autres, on leur donne un beau gros challenge. On leur dit, lève-toi à 6 heures du matin parce que l'école, elle commence à 8h15. Donc, ils sont extrêmement privés de sommeil. Fait qu'éventuellement, peut-être, ça les aide à se sentir endormis plutôt parce qu'ils sont en privation de sommeil, mais je pense que ça aide pas bien des affaires. Donc, tu sais, ça peut créer ou engendrer, commencer des problèmes d'insomnie dans une période comme ça. Après ça, en vieillissant, généralement, ça va se réavancer. Un petit peu des personnes plus âgées, ils ont tendance, pas tout le monde, encore, il va quand même y avoir des types de soins, mais ils vont avoir tendance à se coucher plus tôt, se lever un petit peu plus tôt. Puis, il y a des différences individuelles. Après, il y a des trucs pour des fois essayer, tu sais, d'aller un peu à l'encontre de ça, mais ça va peut-être être toujours un peu plus difficile de le faire. Mais je pense à des jeunes parents, par exemple, qui ont toujours été des types de soir, puis là, à un moment donné, ça se lève à 5 heures du matin, l'heure de lever, qu'il n'y a pas le choix à 5 heures du matin, éventuellement, ils vont être capables de se coucher plus tôt parce qu'ils sont en manque de sommeil. Ils vont le rattraper là, tranquillement, pas vite. Très cool. Puis c'est insidieux en même temps parce que, puis même là, tu sais, là, on parle à quel point ça a des impacts négatifs de manquer de sommeil, puis là, on est peut-être en train de stresser le monde, tu sais. Puis les dorment plus. Puis là, on est dans l'anxiété de performance de « Oh, mais là, je dois dormir absolument tant d'heures pour bien aller, puis je dois faire ma routine d'une certaine manière. » Puis là, on tombe dans quelque chose qui ne sera pas aidant nécessairement non plus. Vrai. Donc, il y a vraiment... je trouve qu'il faut trouver un peu cet équilibre-là, surtout quand on traite des gens qui souffrent d'insomnie, par exemple, de « je veux que tu comprennes bien qu'est-ce qui se passe, puis toute la physiologie du sommeil, pourquoi tu te sens comme ça dans la journée, c'est quoi les impacts, mais j'ai aussi besoin qu'on se détache un peu du résultat, puis qu'on... » Fait que c'est vraiment un équilibre, des fois, qui est difficile peut-être à atteindre, parce que oui, il y a des choses qu'on peut faire. Oui, au niveau de l'hygiène de sommeil, on peut faire attention. On peut essayer de diminuer notre hypervigilance en soirée, essayer de relaxer, lâcher les écrans. Mais il faut aussi se rappeler là, que notre corps, là, il est fait pour dormir. Il est fait pour dormir. Si on ne dort pas, il peut y avoir des raisons. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut enlever, justement. Mais on peut essayer de revenir à ça. Puis c'est pas une routine de sommeil parfaite ou un nombre d'heures parfait qui vont nous empêcher, tu sais, d'avoir X, Y, Z. Fait que j'essaie toujours, oui, de parler des impacts parce qu'il y a encore des gens qui ne le savent pas ou qui prennent ça pour acquis ou qui pensent qu'on s'en fout du sommeil. Puis oui, je vais répondre à mes courriels à 3 heures la nuit, puis c'est normal. Moi, ça, je me dis, non, tu sais, je pense qu'on peut dormir comme un peu, là. Ça va. Mais aussi...
c'est correct de faire du social, là, tu sais, puis de se coucher un peu plus tard le Ouais. vendredi soir, ça fait du bien le social. Tu sais, il faut pas trop non plus Pas devenir... vérifier ça, là. ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que la ligne est fine. Hein? Certainement. Entre obséder sur son sommeil, tu sais, c'est vraiment important, Ouais. c'est vraiment important. Puis là, se stresser parce que là, justement, là, tu sais, t'es parti souper, puis c'est le fun. Je vais Là, manquer tu 2 heures. jases, puis là, tu sais, tu bois un verre de vin, puis là, tu dis, oh non, ça va scraper mon sommeil, parce que j'ai plus C'est d'alcool. ça. Puis là, tu stresses de ça, puis au final, tu sais, t'apprécies pas d'être là avec tes Non. amis, puis tu dors encore plus mal parce que ça te stresse, mais c'est vrai que la ligne est vraiment mince, tu sais. Puis j'aime un peu ce que tu dis, tu sais, de dire que, ben, tu sais, faut pas non plus s'empêcher de vivre, Mhm. puis que oui, ça peut arriver des nuits de sommeil que tu manques pas, tu sais, je pense que les nouveaux parents là, qui écoutent, ils vont dire, ouais, effectivement, des nuits de sommeil qu'on manque, on en a souvent, bon, puis tout le monde est vivant là, à la fin de la journée, là, mais que ça peut devenir, si on met trop d'emphase aussi, ça peut devenir anxiogène, puis même empêcher les gens de créer d'autres troubles là, d'insomnie, là, même surajouter. T'en vois souvent du monde qui sont comme un peu d'anxiété de performance par rapport à leur sommeil, tu sais, puis ça entretient un problème? Oui. Oui, on peut en voir. Puis des thérapies comme la thérapie cognitive comportementale de l'insomnie, pour traiter ça, des fois, ça peut exacerber parce que c'est très, très... on a des outils, c'est très dirigé comme type de thérapie. Après, les bonnes personnes pour donner ça vont personnaliser puis vont s'adapter à qui ils ont devant eux. Fait que oui, ça peut arriver. Puis pour moi, il y a 2 choses par rapport à ça. C'est, pour pas trop entretenir ce discours-là, c'est que les gens aient les outils pour reconnaître quand, OK, ça va pas. OK, ça en est ça de l'insomnie. Ou je pense qu'il y a d'autres choses. J'ai mes jambes qui bougent tout le temps pendant la nuit, ça me réveille, ou j'ai des sensations bizarres, ou j'ai l'impression que je me réveille en toussant puis en reprenant mon air. Tu sais, il y a plein d'affaires comme ça. Fait que reconnaître qu'il y a peut-être un problème, parce que ça, on peut le traiter. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Puis l'autre, c'est offrir des options. Puis c'est vraiment le fun parce qu'on parle plus de sommeil. Puis peut-être que j'ai un biais, là, parce que j'en parle, puis j'arrive, mais il y a plus d'invitations, justement, pour en discuter dans des podcasts, dans les médias. Les gens sont... Tu sais, ce qui se passe, par exemple, en médecine, c'est un exemple, OK, il n'y en a plus de garde de 24 heures. Donc, il y a une certaine conscience, tu sais, de société qui se passe. Mais je trouve que quand je vais dans des conférences internationales ou quand j'entends les gens parler de sommeil, on est encore beaucoup dans le discours de manquer de sommeil, ça fait ci, ça fait ça sur la santé. Puis moi, là, je suis comme, OK, on le sait. On le sait. What are we gonna do about it? Tu sais, la Montréalaise en moi fait du franglais, là, mais c'est quoi les solutions? Qu'est-ce qu'on peut offrir? Puis c'est parce qu'il y en a des solutions. Des fois, les gens les connaissent pas, tu sais, de la TCCI, thérapie cognitive comportementale de l'insomnie. Il y a plein de gens dans le domaine de la santé qui savent même pas que ça existe. C'est vrai. Les patients, les monsieur, madame, tout le monde connaissent pas ça. Tu sais, comment on règle un problème de sommeil? Ben, avec une pilule, avec des somnifères, avec... C'est pas faux dans certains cas, c'est très indiqué, mais la première étape, c'est de voir, OK, mais est-ce que j'ai des comportements qui exacerbent mon problème? Est-ce que j'ai des pensées qui sont venues justement à travers les années empirer mon problème de sommeil? Puis c'est tellement efficace de traiter. Fait que moi, je suis beaucoup là-dedans aussi de dire, oui, on le sait. On le sait, mais là, il y a des solutions, puis est-ce qu'on peut donner accès à ça? Puis est-ce que justement les gens peuvent savoir que ça existe pour... après ça, aller mieux, puis juste le vivre, de dire, OK, je suis capable de mieux dormir, puis je suis capable de retrouver un sommeil qui est sain, qui est satisfaisant. Oui. Puis justement, la TCCI, je pense au monde qui ne savent même pas que ça existe, mais il faut qu'ils sachent aussi que c'est plus efficace que la médication là, pour traiter les troubles de sommeil au long terme. Fait que c'est pas juste une affaire qu'on devrait faire, c'est quelque chose qui peut vraiment régler le problème ou l'améliorer drastiquement, au moins autant qu'une médication, là, même plus. Fait que c'est vraiment puissant comme type d'intervention. Fait que parlons-en de qu'est-ce qu'on peut faire quand on a des troubles d'insomnie. Y a-t-il une façon de diviser les troubles d'insomnie? Souvent, moi, je l'approche que, y en a qui ont des problèmes de latence, difficulté à tomber endormi, prolongé. Je sais pas s'il y a des définitions, des critères pour ça. Puis versus les problèmes de maintien, qui sont, qui se réveillent en pleine nuit, sont plus capables de se rendormir ou des choses comme ça. Y a-t-il une façon que tu les approches ou c'est quoi ton approche clinique pour ça? Bien, ça, je pense que c'est très bien dit. Tu sais, l'insomnie, c'est un diagnostic clinique, donc c'est subjectif selon ce que la personne nous rapporte. L'insomnie englobe toutes ces choses-là. Donc, il y a des gens qui peuvent les avoir tous, avoir de la difficulté à s'endormir, se réveiller plein de fois dans la nuit, fait qu'ils ont de la misère à garder le sommeil est fragmenté, et se réveiller très tôt. Puis il y en a que ça va être juste un ou l'autre. Il y a des types, des fois, tu sais, on voit, par exemple, chez les gens plus anxieux, tout ça, bien, des fois,
ça va être de s'endormir qui va être plus difficile. Puis une fois endormis, ben ils sont capables de filer. C'est pas tout le monde, on s'entend, mais on voit aussi chez les gens qui souffrent plus de dépression, des éveils très tôt le matin. Ouais. Puis ça, tu serais meilleur que moi pour en parler, mais il y a aussi, il y a pas un dérèglement, mais au niveau du cortisol. Tu sais, notre cortisol, c'est l'hormone du stress. Quand il arrive quelque chose, on réagit, il y a du cortisol, mais c'est aussi l'hormone de la vigilance, le cortisol. Ça veut dire que dans nos rythmes circadiens, dans notre cycle de 24 heures, ben le matin, notre cortisol, il y a un cycle, puis il est très élevé parce qu'on en a besoin pour se réveiller, tout ça, puis en soirée, il diminue. Mais chez les gens qui souffrent de dépression, il y a des études qui démontrent que c'est pas si clair que ça, puis le cortisol, il est élevé le soir, puis là, donc on voit des drôles d'éveil pendant la nuit, puis il semble y avoir quelque chose en lien avec ça. Donc, il y a certains types de problématiques où on voit plus d'un type d'insomnie que l'autre. La TCCI, ça peut traiter, régler tous ces problèmes-là, Celui qui est des fois un peu plus difficile, ça va être l'insomnie terminale, c'est-à-dire de se réveiller comme tôt le matin et avoir de la difficulté à se rendormir parce que là, on n'a plus notre pression de sommeil pour nous aider. Fait que là, il faut comme avoir d'autres outils. Mais tout ça se traite, en fait. Fait que commençons, mettons, par celui que je trouve que je vois beaucoup. C'est vraiment ceux qui disent j'arrive, je suis fatigué, je fais mes affaires, tu sais, je fais attention, là, l'hygiène de sommeil est bonne, tu sais, il fait noir dans la maison, ils n'ont pas mangé de la bouffe 3 heures avant, ils n'ont pas fait de sport, leur chambre est noire, elle est froide, tu sais, ils ont fait ce qu'il faut, ils n'ont pas été sur le téléphone, ils n'ont pas checké la TV trop, tu sais, ils ont été relax, ils ont lu un livre, puis ils disent je suis fatigué, je vais dans mon lit, puis qu'elle a dormir. C'est tellement fréquent. C'est fou. C'est tellement fréquent. Il y a quelque chose qui s'installe à un moment donné quand les gens vivent de l'insomnie depuis un bout où le lit, la chambre à coucher peut devenir juste associé. Notre cerveau crée une association, puis c'est associé à c'est là que je fais de l'insomnie. Fait que des fois, juste être dans l'environnement, ça peut amener une certaine réaction de stress. Puis là, dès que notre rythme cardiaque augmente, puis que là, on n'est plus somnolent, ça, c'est des choses qui se travaillent, un peu retravailler cette relation-là avec le lit, la chambre à coucher pour que ça redevienne associé avec le sommeil, puis le fait de dormir et non le fait d'être réveillé puis de ne pas arriver à dormir. Il y a plein d'affaires qu'on peut faire, mais j'ai en tête, quand on commence une thérapie de sommeil, par exemple, on va utiliser vraiment beaucoup la physiologie. Le principe de l'élastique, on l'utilise. Ça peut avoir l'air vraiment contre-intuitif, sauf que les gens qui ont de l'insomnie, des fois, vont se dire « je vais aller me coucher plus tôt parce que je dors pas bien, fait que je vais aller me coucher plus tôt. » Puis, là, j'ai pas dormi de la nuit, fait que je vais pas rentrer travailler puis je vais dormir ce matin-là. Ou j'arrive de travailler, puis là, parce que j'ai pas dormi, je vais juste aller me coucher 1 heure, tu sais. Tous ces comportements-là, pour s'aider, je fais des petits guillemets, là, mais peuvent nuire à notre nuit de sommeil. Donc, tu sais, quand on parle de thérapie comportementale, on identifie des comportements comme ça chez les personnes, puis on va les modifier. Si on se lève plus tard puis on se couche plus tôt, là, notre élastique n'est pas assez tiré. Je comprends. Donc là, on va se coucher, puis on pense qu'on fait une bonne affaire, mais on dort pas, on s'endort pas, on stresse. Puis là, parce qu'on stresse, on dort pas, puis là, fait qu'il y a quand même plein de comportements comme ça qu'on peut identifier puis qu'on peut traiter avec la physiologie. Non seulement ça, mais des fois, on va même un peu plus loin, c'est-à-dire que si j'ai quelqu'un qui est 10 heures au lit mais qui dort 5 heures, c'est pas une très bonne efficacité de sommeil. Non. Première chose qu'on va faire, on va passer 6 heures au lit. C'est rochant, c'est tough quand le sommeil va pas super bien, sauf que là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? D'un, on enlève le temps passé au lit où on est réveillé, fait qu'on travaille cette relation-là avec notre chambre, notre lit, pour pas être, 2 heures, les yeux grands ouverts, à dire je dors pas, à regarder l'heure, à se demander, qu'est-ce qui va se passer. Fait qu'on enlève cette portion-là. Et non seulement ça, mais on étire un peu l'élastique aussi parce que là, ça se peut que ça crée un petit peu de privation de sommeil. La personne va aller se coucher plus tard. Donc, je me rappelle pas, on avait commencé le podcast, mais tu parlais, c'est tellement le fun au début là, de se sentir somnolent. Là, tu sais, éventuellement, les gens qui ressentent plus de somnolence ou parce qu'on a justement un horaire de sommeil qui est réduit, ils vont recommencer à sentir ça. Puis au bon moment, parce qu'on va leur donner vraiment des guidelines clairs sur quoi faire, quand se lever, quand aller se coucher pour qu'ils le ressentent, puis pour que s'ils ont ce qu'on appelle un rebond de sommeil suite à une privation de sommeil, là, où est-ce que le sommeil va s'intensifier, être plus profond, bien, ça va être la nuit. Ça ne sera pas pendant une sieste à 4 heures après le travail ou ça ne sera pas le matin de 8 à 10 parce que là, on n'a pas dormi de la nuit. On va vraiment le faire à ce moment-là. C'est très efficace, ce type d'intervention-là pour la majorité des gens. Et c'est rapide.
Donc, tu sais, une chose qui est bien avec des thérapies comme ça, c'est que les gens voient des améliorations super rapidement. Fait que c'est encourageant. Tu sais, des fois, Clairement. perdre du poids, là, quand ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois qu'on travaille fort puis qu'on voit rien, ça vient décourageant. Mais quand ça fait 2 semaines seulement ou 3 semaines seulement qu'on est dans un programme, tout ça, puis que tout d'un coup, on est comme, hey, je ressens la somnolence. Hey, au lieu d'avoir peur d'aller me coucher le soir, je peux, I cannot wait pour y aller. Puis ils nous le disent. Ils sont comme, oh, là, j'ai attendu jusqu'à 11h30, comme tu m'avais dit, là, mais là, je cognais des clous sur le divan, puis je suis juste comme, Nice. OK. Ouais. Fait qu'on utilise beaucoup la physiologie comme ça en début pour qu'ils réapprennent, pour qu'ils voient que, OK, le corps n'a pas désappris à dormir, c'est pas qu'il n'est pas capable, c'est pas... Fait qu'on étire l'élastique. C'est un peu souffrant là, de passer à travers ça. J'en parle comme si... mais c'est très efficace. Tu vas être fatigué une couple de jours, là, c'est sûr. Là. Des fois, c'est pire. Des fois, les gens vont arriver la première semaine puis ils vont nous dire « Hey, là, ça n'a pas de bon sens, c'est pire, tout ça. » Puis là, on recadre, on en parle, on explique pourquoi on fait ça. Ils apprennent sur le sommeil en même temps. Ils apprennent que certains de leurs comportements qu'ils pensaient que ça leur faisait du bien, d'exacerber leurs problèmes d'insomnie. Donc, on se donne la chance comme ça. Puis après, une fois que ça va un petit peu mieux, qu'on a quelques bonnes nuits, qu'ils reprennent confiance, bien là, on peut aller travailler la partie un peu plus psychologique ou, tu sais, des pensées qu'on s'est tricotées à travers le temps qui viennent aussi comme exacerber notre problème. Oui, genre de pensée un peu, pas intrusive, mais ben un peu, tu sais, que tu arrives dans ton lit, puis là, tu dis, OK, non, ça va, je suis fatigué, puis là, c'est vraiment des pensées qui vont te trigger, puis te rester réveillé. Comme ça, je parle d'expérience. C'était vraiment ça, là, moi, c'était le problème de tomber endormi par ces trucs-là, tu sais, le lit qui devient anxiogène, de dire, ah non, tu sais, je vais encore me coucher dans mon lit, je suis pas capable de dormir, tu sais, puis c'est drôle parce que tout ce qui était énuméré, là, c'est des choses que j'avais essayé. Ben, je vais me lever plus tard. Je vais faire une sieste le soir. Je vais essayer de commencer à me coucher plus tôt. On est en essai-erreur dans ces moments-là. On fait ce qu'on peut. Là. Qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher? Éventuellement, ça l'a beaucoup aidé, là, justement, de dire, ben, tu te lèves à 6 heures, lève-toi à 6 heures, même si tu n'as pas vraiment dormi, là, tu sais, puis tu te sens pas bien, tu te lèves à 6 heures. Tu gardes ça correct, puis qui est parfait. Puis tu fais ta journée. Puis si tu es en t'entraîner, tu le fais. Puis le soir, ben, tu sais, tu vas te coucher quand tu es fatigué. Puis t'as pas dormi, tu te relèves à 6 heures, tu sais, puis de garder ça, puis éventuellement, tu retrouves, comme tu dis, cette espèce de sensation-là, de dire, OK, là, je dors, là, tu sais, Puis ça, c'est vraiment contre-intuitif, parce que la plupart des gens font pas ça pantoute, là. Tu sais, ils font exactement ce que tu disais, là, tu sais. Puis c'est pas... Tu sais, puis ça fait du sens quand tu dis, je veux récupérer, puis je veux... Mais ce qu'on réalise pas, c'est qu'on nuit vraiment à, justement, cette pression de sommeil-là, comme tu dis, là, qui devrait arriver en fin de journée, puis que là, il arrive juste pas parce que quand tu as fait une sieste d'1 heure, c'est en plein milieu de la journée. Oui. Puis ça me fait penser à... Parce que je travaille beaucoup aussi avec des gens qui ont des horaires atypiques. Qui traitent l'insomnie chez ces gens-là. On a une belle grosse limite qui est l'horaire de travail. Il faut aller autour de ça parce que, bon, la meilleure manière de le gérer, ça serait quoi? D'enlever ça. C'est pas possible. Donc, on est vraiment dans l'optimisation de tout ce qu'on peut autour pour aider. Et ce que je vois vraiment souvent, puis des fois qui peut être le plus difficile à traiter parce qu'on n'a pas cette partie de pression de sommeil-là pour nous aider, c'est des gens qui doivent se lever très, très tôt le matin pour aller travailler. Des gens qui se lèvent à 3 heures, 4 heures pendant la nuit. Là, puis il y a beaucoup de gens dans les médias qui ont des horaires comme ça. Les premiers répondants aussi encore. Des gens dans le transport, des fois. Les gens doivent aller se coucher plus tôt s'ils veulent dormir leurs 8 heures. Mais ils ne s'endorment pas à 6-7 heures. Ça. La pression du sommeil n'est pas là. Puis là, ça amène un gros stress. Puis plus on stresse, moins on dort, puis on regarde l'heure. Parce qu'on sait qu'à 3 heures, c'est souffrant, là. Un cadran qui sonne à 3 heures, il fait noir, tout ça. Puis on sait qu'il faut aller travailler, ils ont des grosses journées. Mais contre-intuitivement, au début, ce que je vais faire, c'est OK, ben tu vas à 8 heures dans ton lit pour essayer de t'endormir. À quelle heure tu t'endors généralement? À minuit. On va commencer par ça. Fait que là, cette semaine, là, tu te lèves à 4 heures, 5 heures du matin, tu vas aller te coucher, mettons, à 11h30. Puis c'est comme, ils n'ont pas le choix. Ils ont le choix, là, mais ils sont dans le programme, ils veulent l'essayer. Ah ouais, hein, mais là, on y va comme ça. Puis là, à un moment donné, ils s'endorment. Le stress diminue. Puis là, on peut essayer avec d'autres types d'outils, des fois de relaxation pour diminuer l'hypervigilance, de voir, OK, on va rajouter du temps petit peu par petit peu. Puis ça se peut qu'on n'aille jamais se coucher à 8 heures. Ouais, c'est ça. Ça se peut que ça marche juste pas. Mais peut-être qu'on va être capable vers 9h30, 10h. Puis ça va être quand même mieux, 9h30, 10h, si on arrive à s'endormir vite,
que d'y aller à 8, mais de s'endormir à 1 heure du matin. C'est clair. Parce qu'on stresse, parce que puis il y a plein d'autres outils. On va leur demander d'enlever l'heure dans la chambre parce qu'on veut pas qu'il y ait vraiment de conscience, parce qu'ils stressent encore plus. Il me reste juste 1 heure, ben ça vaut pas la peine. Il y a plein de pensées qui viennent en lien avec l'heure. C'est fou, c'est comme toutes des pensées que j'ai déjà eues. C'est bon. Ouais. Fait que ça aussi, c'est une population qu'on peut aider, on peut leur donner. Puis je pense même aux nouvelles recrues, qui sont jeunes puis qui sont capables de dormir 12 heures d'affilée, mais que là, ils commencent à travailler avec justement des horaires atypiques. Ils n'ont aucune idée comment gérer ça. Aucune. Puis là, la vie sociale est super tough, le couple, c'est tough, tout est tough. Il y a des choses à faire pour ça. Des fois, juste certains principes tweakés, là, des petits trucs, ça peut faire en sorte qu'on améliore. C'est pas nécessairement parfait après parce que des horaires atypiques, c'est juste tough sur le corps. Ouais, c'est pas bon, là. Non. Mais il y a des choses à faire quand même. OK. Ça, c'est très intéressant. Puis si on peut continuer dans les horaires atypiques un peu, on va dire que je travaille de nuit, on va dire, là, je commence à minuit ce soir. Là. C'est comment je devrais approcher ça. Je vais te dire ce que je faisais. Allons-y. Tu me diras qu'est-ce que t'en penses. Premièrement, quand j'ai commencé à travailler de nuit, j'étais beaucoup plus jeune. Là, je sortais de médecine, j'avais 28 ans, on va dire. Puis, j'étais très, très jeune à ce moment-là. Puis, beaucoup plus facile m'en remettre. Beaucoup plus facile. Puis, je te dirais que mon sommeil était moins fragmenté. La première chose que je trouvais, c'était la fragmentation de sommeil. Fait que ce que je faisais, je me disais, OK, je veux vraiment étirer l'élastique au maximum. Fait que, on va dire que je me serais levé à mon heure normale là, aujourd'hui. Puis j'aurais fait ma journée au complet. Puis je serais allé travailler de nuit pour la première sans faire de sieste ou quoi que ce soit avant. Là, quand je revenais chez nous, j'étais complètement défoncé. Là, ça me prenait tout là, pour me rendre jusqu'à ma chambre. Là. Puis là, je dormais quand même assez bien d'un coup. Puis après ça, tranquillement, pas vite, j'essayais d'embarquer dans le bain. Mais en faisant ça, naturellement, je passais comme au moins un 24 heures debout. Puis à la fin de mes nuits, ben la meilleure façon, moi, j'avais trouvé pour m'en remettre un petit peu de cette nuit-là, c'était de finir ma dernière nuit. Mettons, tu finis à 8-9 heures, tu arrives chez vous, petite sieste d'1 heure ou 2, puis je fais ma journée puis je me recouche le soir. Mais tu sais, quand tu regardes cette période-là de 16 jours, tu sais, t'as comme sauté 2 nuits, là, littéralement, là, tu sais. Ouais. Fait que là, quand tu fais ça 2 fois par mois, là, tu commences à manquer de sommeil pour vrai. Là. Puis ça m'a servi pendant un temps, je te dirais, c'était comme correct, mais plus je vieillissais, plus le sommeil était fragmenté. Fait que là, j'allais me coucher, puis là, à 11 heures, je suis réveillé. Puis là, hors normal. Puis là, j'ai essayé plein d'affaires. Une moitié de nuit, séparée en 2, puis là, je dirais dans les dernières années, là, j'étais comme, il n'y a rien qui marche. Ouais. Comment qu'on peut gérer ça? Y a-tu comme un genre de framework qui est comme un petit peu plus efficace ou qui peut aider là, les gens qui ont des corps de nuit comme ça? Là? Bien, je te dirais que ton premier, vraiment pas si mal. OK. Après, ce que tu décris, c'est typique de justement, on vieillit, notre sommeil change en vieillissant. C'est normal que le sommeil soit plus fragmenté, on dort un petit peu moins. Le sommeil est moins profond aussi, juste en général. Puis là, ça peut amener certaines problématiques. J'arrive plus à dormir aussi longtemps de jour. Ouais. Ou je dors, mais je dors 1 heure, puis là, je réveille 1 heure, puis je dors 1 heure. Ouais. Donc, c'est trippant de travailler avec une population qui a des horaires atypiques parce que c'est très multidimensionnel. Ouais. Tu sais, il y a différentes étapes. Première chose, OK, bien, est-ce que notre environnement est propice? Ça a l'air niaiseux, mais c'est sûr que si j'ai plein de bruit pendant que je dors 2 jours, ce qui peut arriver, si c'est clair, si les enfants sont à la maison, donc il y a tout un aspect d'environnement à gérer en premier, puis des fois des conversations à avoir avec nos proches qui sont pas toujours faciles, avec le conjoint, avec la conjointe, de OK, mais entre telle heure et telle heure, ou telle chose, mais ça, c'est pas possible puis de s'organiser ensemble pour être capable de dormir. La deuxième chose, des fois, il y a un peu d'essai-erreur aussi avec les patients. On va personnaliser vraiment beaucoup. Mais effectivement, de faire sa nuit comme ça, puis d'étirer, mais ça va faire en sorte généralement qu'à cause de la pression du sommeil, on va peut-être mieux dormir pendant la journée. On s'est un peu viré de bord. Un peu comme quand on voyage ou puis qu'on étire son élastique pour dire « Ah, faut que je l'étire, sinon j'arriverai pas à me réhabituer. Ouais. » Après, la différence quand on voyage, c'est qu'on a la lumière qui nous aide. Exactement. Puis, dans le cas des horaires atypiques, c'est pas ça qui arrive. Donc, on peut
faire à croire. On peut utiliser la lumière, justement, des lampes de luminothérapie en soirée, pendant la nuit, quand on travaille, versus l'obscurité, bloquer vraiment. Tu sais, c'est sûr que si on conduit après notre nuit de travail, puis qu'il y a du gros soleil, puis qu'on arrive dans la maison, puis on déjeune, puis il y a du gros soleil, on va essayer de bloquer ça, tu sais, d'utiliser la lumière un peu à l'encontre, faire croire au cerveau que ce serait la nuit, faire croire au cerveau que, justement, j'ai ma lampe de luminothérapie à 3 heures du matin, puis je suis devant l'ordinateur, puis je travaille. Fait qu'il y a des outils comme ça qu'on peut mettre en place aussi. Moi, j'aime vraiment beaucoup une chose que, puis c'est ça, ça a comme été développé un peu organiquement dans ma clinique, là, avec les patients, mais des moments de repos. C'est-à-dire, peut-être une chose que j'aurais changé par rapport à ton horaire du début, c'est, oui, avant la première nuit, mais de quand même avoir un 2 heures avant la nuit où on se repose. C'est-à-dire, je vais me coucher dans mon lit, je ferme la lumière, je ferme mes yeux, mais c'est pas grave si je dors pas. OK. Pourquoi je dis ça? C'est parce que si je dis « faut aller dormir », là, ça met de la pression. Puis des fois, les gens s'endorment pas, puis là, ça stresse plus. Puis fait que c'est un moment de repos. Même les gens qui me disent « je suis pas capable de dormir, je suis pas capable de faire de sieste », éventuellement, ils arrivent, puis sont comme, la majorité vont me dire « hey, j'ai dormi un peu finalement. Hey, je suis capable de dormir 20 minutes. » Hey, fait que je garderai quand même un moment avant la nuit de travail. Pour, si on dort, tant mieux, on emmagasine un petit peu. Puis c'est montré aussi dans les études que de dormir, que ce soit une longue sieste là, avant une nuit de travail, bien, ça va aider même plusieurs heures après au niveau de la vigilance, par exemple. Fait que ça peut aider, mais aussi parce que ce que je me rends compte, c'est que c'est pas très scientifique, mais ça apaise les gens de savoir qu'ils seront pas all-in tu sais, tout le temps, puis qu'ils vont avoir un vrai moment où ils peuvent juste fermer leurs yeux puis se reposer. Ça fait comme du bien d'avoir ça dans sa semaine. Fait que ça, c'est un aspect. Un autre que je dirais, c'est que pour les gens qui essaient vraiment de dormir leurs 6 heures, leurs 7 heures, leurs 8 heures de jour, puis que ça ne marche pas, ce que je voyais beaucoup comme pattern, c'est j'essaye, je reste au lit, là, tu sais, je me couche à 8-9 heures, puis là, je me réveille après un 3-4 heures, puis là, je reste 2-3 heures, ça marche pas. Là, je me lève à un moment donné. Tu sais, c'est pas efficace. Toute leur journée sont passées à essayer de dormir. Fait que souvent, ce que je disais, c'est OK, ben le premier stretch, il dure combien de temps? Il dure 4 heures. Bon, on fait ça, on se lève, on fait les trucs, tout ça, puis on réorganise notre heure, puis on va refaire une deuxième portion de sommeil dans ce moment de repos-là, qui va être une sieste, si on veut. Puis si on est capable de faire un 3 heures, on va faire un 3 heures. Après, il y a tout l'aspect j'ai besoin de faire à souper pour les enfants. Donc, on prend tout ça en considération, puis on fait ce qui est possible. Mais on va essayer d'y aller en 2 temps à ce moment-là. Puis des fois, ça va aider parce que ça diminue un peu la pression de dire « OK, je peux juste faire mon 4 heures. » Puis finalement, ils sont capables. Fait que c'est juste des idées là, que je lance, mais on fait du cas par cas, mais il y a des choses à faire, même pour optimiser quelqu'un qui... Fait que chacun a un peu une recette qui va être différente en fonction de son pattern de sommeil. Il n'y a pas comme une recette miracle, là, tu sais, que tu dis si tu fais ça, c'est ça le mieux. Pas vraiment. Pas nécessairement, mais déjà d'être conscient de la physiologie puis de l'élastique puis des principes, de savoir, OK, mais si je fais ça, je risque d'être plus somnolent là. Juste de connaître ça, puis on l'enseigne là, aux gens. C'est important qu'ils soient conscients de ça parce qu'après, si les corps changent, ils vont pouvoir se dire, mais je sais comment ça marche, fait que je pense que je vais y aller comme ça. Puis c'est drôle parce que, tu sais, les programmes qu'on fait chez Aléo, c'est 5 à 8 semaines. Tu sais, c'est très court, mais souvent, à la fin, tu le vois que les gens ont plus besoin de toi. Tu sais, ils t'arrivent, ils sont comme, hey, j'ai fait ça, il y avait telle affaire, puis je l'ai géré de même. C'est-tu bon? Ouais, c'est vraiment bon. Une autre question aussi, des fois, que je me suis fait poser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions avant que je te rencontre aujourd'hui, sur les travails de corps atypiques. Timing de la nourriture dans tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ça? Tu sais, dans les corps, là, c'est comme... Ça, je te dirais, j'ai expérimenté avec plein de choses. À un moment donné, je savais plus trop qu'est-ce que je faisais, là, mais y a-tu quelque chose avec ça, vraiment, ou? Oui. OK. Oui, parce que on parlait de rythme circadien, on parlait de lumière, mais la lumière, c'est le plus grand synchroniseur pour ces rythmes-là, mais il n'y a pas juste la lumière, hein. L'entraînement, le timing de l'entraînement, est-ce qu'on fait ça le matin, l'après-midi, le soir, quand on mange, ça a des impacts aussi. Puis ce qu'on sait souvent, c'est quelqu'un qui va travailler de soir ou de nuit ou qui a un travail qui est un peu relentless, là, qui a plein de choses à faire, ben on mange pas super bien. Hein. Non. Soit on mange pas assez ou on mange un burger, on mange les chips qui sont dans puis c'est jamais au même moment. Si tu veux boire de la malbouffe, là, tu viens à l'urgence de nuit. C'est sûr. C'est
tout le monde est désinhibé. Fait que, tu sais, commande de la pizza, tu sais, c'est comme le classique. Puis des sacs de bonbons, là, t'en veux-tu? T'en as, là. C'est là que ça se passe. Ben, puis c'est parce que ça réconforte. C'est clair. C'est comme une fois de temps en temps, je ferais ça aussi, moi, là. Mais tout le temps, au quotidien, c'est juste pas bon pour nous. Puis ça aide pas le sommeil non plus. Fait que l'idée, c'est d'essayer... Puis c'est un peu ça qu'on essaie de construire dans les programmes aussi, c'est d'avoir des routines selon le type de corps de travail. Tu sais, j'ai un corps de nuit, j'ai un corps de soir, j'ai un corps le matin, puis je connais pas mal mon horaire de sommeil à ce moment-là. Quand est-ce que je vais utiliser la lumière, pour chaque truc, tu sais. Puis oui, la nourriture, si on est capable de manger à peu près au même moment, ça aide. Les principes de base de pas manger une espèce de gros repas juste avant d'aller s'endormir pour notre sommeil de jour, par exemple. Mais de pas aller se coucher non plus le ventre complètement vide, avoir super faim parce que là, on va se réveiller. Puis, fait qu'il y a des principes comme ça. Faire attention au type d'aliments aussi selon. Puis, tu sais, les programmes comme ça, c'est pas des programmes d'hygiène de sommeil, mais on en parle quand même. Fait que caféine, sucre, toutes ces affaires-là, souvent quand on travaille de nuit, on va carburer à ça. Mais je pense que c'est important d'essayer de prévoir, tu sais, de dire, OK, mais à telle heure, j'arrête. Je sais qu'il faut que j'arrête parce que là, je veux être capable de m'endormir. Donc, comment utiliser la caféine, comment utiliser au bon moment, mais aussi arrêter. Fait que, essayer d'avoir des heures régulières quand c'est possible. C'est pas tout le temps possible. Puis, tu sais, d'un peu mimiquer ce qui se passerait dans la journée, là. Donc, tu sais, selon ce que la personne me dit de son horaire, il commence à travailler à 10 heures, il faut qu'il fasse à souper à la maison à 4 heures, ou tu sais, on va décider ensemble, OK, ben il va y avoir la période de repos qui va être excitant à tel moment. Puis des fois, les gens vont manger avant ça, des fois, ils vont manger après, mais il faut faire quelque chose qui est réaliste aussi pour que les gens puissent le suivre. Puis j'aurais une question pour toi, dans ces nuits-là, le pire moment de somnolence ou qu'est-ce qui était le plus souffrant? À quelle heure, en fait, c'était le plus souffrant? Quand je travaille la nuit, moi, le dip, là, vraiment, que j'avais, là, c'est comme vers 5h30 du matin, là, tu sais, vers la fin de la nuit, puis c'est classiquement là qu'il y a comme quelqu'un qui arrive en détresse respiratoire, puis t'es à moitié mort, là. Puis après ça, c'était pas si pire, tu sais, mais c'était 5h, 5h30, là, écoute, moi, là, j'étais comme un zombie, là. Ben, puis c'est exactement la réponse que je souhaitais, fait que je suis très contente. Si tu m'avais dit minuit, j'aurais pas vraiment pu faire mon explication. Voilà. Mais vers ces heures-là, c'est là que notre température corporelle est la plus basse. Puis ça, c'est important. Dans notre tu sais, ça fluctue ça aussi sur une période de 24 heures. En soirée, ça se met à diminuer. C'est pas beaucoup, là. On parle d'à peu près 1 degré de diminution, mais ça se met à diminuer en soirée. C'est important dans le fait de dormir. Et au petit matin, c'est là qu'elle est la plus basse. Donc, ça crée de la somnolence. C'est là que la sécrétion de mélatonine est le plus élevée. Aussi, au petit matin. Fait que tu as ton pic de mélatonine, la température corporelle qui est basse vers entre 4 et 6 heures, admettons. Et ça, c'est souffrant généralement. Donc, tu sais, des fois, c'est des informations comme ça aussi que les gens peuvent connaître, peuvent savoir, OK, je sais pourquoi il se passe ça, puis je sais que dans ces moments-là, il faut que j'essaie de marcher le plus possible. Tu sais, que je me mette en action ou pour certains travailleurs qui ont cette possibilité-là, des fois, de faire des courtes siestes aussi, tu sais, pendant la nuit. Autant en préparation d'une nuit de travail, on va faire une longue sieste, ce que je dirais pas de faire à une personne qui est insomniaque ou, tu sais, pendant la journée. Autant pour aider la vigilance quand on travaille ou des courtes siestes de 15, 20, 25 minutes. Des fois, ça peut aider notre vigilance sans créer, parce qu'on ne veut pas que ça soit long, sans créer l'inertie de sommeil ou sans créer justement, si on doit être alerte puis si on doit être réveillé. Fait qu'on peut utiliser ça aussi. Il y a bien du monde qui ne peuvent juste pas se le permettre là, de dormir, mais il y en a que oui, des fois. Donc, ça peut être quelque chose qui peut nous aider un petit peu. Oui, non, c'est clair. Et c'est vrai, tu sais, le contexte est différent. Fait que les trucs qu'on fait quand on est un travailleur de corps, parce que il faut quand même être réveillé. Là, je veux dire, tu n'as pas le choix. Là, tu peux pas être à moitié là pendant ton corps, il faut que tu sois là. Fait que ça fait du sens de faire une longue sieste avant de travailler, si tu peux. Puis malheureusement, nous autres, on n'avait pas vraiment le temps là, de faire une sieste, mais il y a des milieux que c'est plus propice là, où je me rappelle dans le temps, nous autres,
quand on travaillait là-bas, le CHUM était splitté sur 3 sites, là, Saint-Luc, Hôtel-Dieu, Notre-Dame. L'Hôtel-Dieu était particulièrement tranquille. Fait que, si tu avais une demi-heure, 45 minutes, ça pouvait se faire. Là, juste comme un petit poup, t'allais te coucher, tu te réveillais, puis t'étais comme, my God, t'es vraiment mieux. Là. Puis si c'est encouragé à la limite, des fois, la culture joue pour beaucoup aussi. Là, des fois, si on l'a, ce 30 minutes-là, puis si c'est possible, puis moi, je suis tellement pour ça, quand dans les milieux où c'est possible, ou versus quelqu'un qui se dit, ben, j'ai pas le droit, je peux, ben non, je peux pas aller dormir 20 minutes pendant que je travaille. Mais pour les travailleurs de corps, ça peut être, si on est capable d'avoir une culture qui permet l'auto-jugement un peu là, de ça, ben ça peut être aidant. Place de la technologie. Truc pour tracker le sommeil. Autre chose, c'est qu'on voit des fois là, qui font du white noise ou des choses comme ça. Est-ce que c'est des trucs qui peuvent aider? Y a-tu de la science derrière ça? Y a-tu des choses que tu recommandes des fois particulièrement? Tu dis, ça peut être une bonne idée, puis tout le monde devrait l'essayer. Oui. Et ça, déjà, l'idée de tracker, moi, j'aime vraiment ça. Okay. Le meilleur outil, moi, ce que je trouve, c'est un agenda de sommeil. Là, où est-ce qu'on va noter certaines affaires. Puis des fois, juste ça, de l'avoir sur papier puis de regarder sa semaine, ben, c'est suffisant, là, tu sais, puis tu vois des patterns, tu vois des choses. Les wearables, que ce soit une bague, que ce soit une montre, que ce soit... ça peut être intéressant aussi. Moi, souvent, ce que je vais dire, c'est est-ce que ça te stresse plus ou non? Ouais. Parce qu'il y en a que ça stresse plus, parce que les regardent, puis là, surtout que des fois, il y a certains conseils ou certaines données qui sont pas toujours exactes, nécessairement. Fait que, tu sais, première étape, c'est comment je me sens par rapport à mon sommeil. Si je me sens bien, bien... que j'ai 20 ou 12 de... Tu sais, on oublie ça. C'est suffisant, tu sais, je pense, de dire qu'on se sent bien par rapport à ça, du moins en lien avec l'insomnie. Mais ça peut quand même nous donner un peu une balise d'une fois à l'autre, ou, tu sais, on compare toujours les mêmes données avec nous-mêmes, nos nuits. Fait que ça peut être bon. Je fais souvent attention, il y a des fois un bon hype autour du sommeil lent profond. Justement, j'en parlais au début, de dire, est-ce que je peux l'augmenter? Est-ce que je peux... Puis moi, souvent, je vais dire, tu sais, faisons confiance un peu à notre cerveau. Il y a une succession des choses qui se passent. Puis si on veut augmenter notre sommeil en profond, ben on peut se priver de sommeil. C'est la meilleure manière. C'est ça que tu me disais, Fait qu'il faut pas trop... Je focuserais pas trop sur ce genre de choses-là. Parce que je trouve que c'est ce qui vient stresser des fois un peu plus. Puis c'est les choses sur lesquelles, des fois, on a le moins de contrôle de ce qui va arriver. Fait que c'est un peu comme... il y a une composante génétique, j'imagine aussi. Puis comme tu dis, ces trackers-là, je pense que, tu sais, j'avais revu un peu la littérature sur, tu sais, Apple Watch, la Whoop, la Oura, tu sais, qui sont comme un peu les standards, ou le matelas 8 Sleep, là, tu sais, qui traque aussi ton sommeil. Puis je pense que c'est quand même pas pire pour dire, t'as tombé endormi là, tu t'es réveillé là. Encore là. Puis encore là. Puis les phases... plus ou moins. Plus ou moins, tu sais. Fait que des fois, il y a des gens qui disent, je comprends pas, tu sais, j'ai juste comme 56 minutes de sommeil lent profond, tu sais, mon ami, il a 3 heures, tu sais, qu'est-ce que je fais avec ça? Je suis comme, ça se peut que ça soit vraiment pas ça, qui se passe ni un ni l'autre. Puis 2, effectivement, tu sais, à moins que ça soit une nouvelle affaire, tu sais, qui a changé, OK, tu sais, on va faire l'histoire puis voir un peu qu'est-ce qu'il y en est. Mais, effectivement, tu sais, je pense qu'il faut, ça s'optimise plus ou moins. Là, moi, j'ai pas de ligne de traitement tant que ça pour augmenter le sommeil lent profond. Fait que je vais avoir tendance à justement pas trop le regarder puis pas que les gens se comparent trop. Mais des fois, ce que j'aime de ça, c'est que ça peut aider à motiver la personne de dire, je le vois à quelle heure je me couche, je le vois à quelle heure je me lève, puis ça me motive à pas mal suivre toujours la même affaire. Ou tu sais, je le vois vraiment un peu comme un truc motivationnel ou pour nous pointer des fois certaines choses ou faire des corrélations de j'ai pris 4 verres puis je le vois là, tu sais, je me suis réveillée bien plein de fois, pas pour shamer personne mais juste pour être conscient que OK, je le vois que mon sommeil n'est pas nécessairement meilleur, puis même certaines personnes vont se dire moi ça m'aide à m'endormir, par exemple de prendre un verre de vin, 2 verres de vin. Oh, mais là, après, mon sommeil n'est pas super. Fait que ça peut permettre de faire réaliser certaines choses, je pense, d'aider à motiver. Puis je pense que pour les professionnels, ça peut être de la bonne information aussi de suivre. Tu sais, nous, on travaille beaucoup avec les agendas de sommeil. Ça ne veut pas dire qu'éventuellement, on ne pourra pas aussi inclure ça. Mais si ça stresse, tu sais, des fois, je vais dire à la personne de juste même l'enlever. Des fois aussi parce qu'on peut voir l'heure, tout dépendamment du type donc, on va juste l'enlever un petit peu, on va puis on va revenir au ressenti
Ouais, ça, je pense que c'est un bon message. Puis c'est ce que je vois aussi, tu sais, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui aiment ça, qui sont comme, tu sais, ça m'a vraiment permis d'en apprendre sur mes comportements. Tu sais, gars, j'ai mangé beaucoup, je me suis entraîné en soirée, j'ai pris de l'alcool, mais tu sais, c'est pas long que tu fais le tour, tu comprends, là, honnêtement, là, tu sais, c'est pas long que tu sais que quand tu bois tard, tu dors mal. Tu sais, c'est comme... Il y a des gens qui réalisent pas l'impact à quel point ça peut avoir. Ils sont comme, hey, je savais pas que c'était si pire que ça. Ouais. Fait que, tu sais, surtout pour consommation d'alcool, des fois, le monde qui veut le modérer ou diminuer, ça peut être un outil, tu sais. Mais il y a l'autre personne qui est complètement stressée par ça. Tu sais, que c'est acheté ça, puis depuis ce temps-là, c'est 100 fois pire. Puis là, ils sont comme, je suis tout le temps dans le rouge, je veux tout le temps dans le vert, mon readiness est pas assez haut, mon recovery est pas assez haut, puis là, tu sais, c'est comme, ça marche pas, puis on est comme, ben, tu sais, c'est peut-être pas une bonne idée, là, finalement. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est vrai. On en voit pas mal. Moi, personnellement, j'aime quand même avoir un tracker personnellement. Puis, chez les patients que je suis aussi, parce que j'aime ça, voir si on fait une intervention, ça change quelque chose. En autant que ça les stresse pas. Mais sinon, c'est quelque chose que j'encourage. C'est souvent, tous ces trackers-là, c'est un peu repoussé du revers de la main en disant, ben, c'est pas fiable, c'est pas parfait. De moins en moins vrai. De moins en moins vrai. Ouais. Je pense que c'est le message qu'il faut passer. Puis, en autant que tu compares une personne avec elle-même. C'est ça le message. Ouais. Puis je trouve que moi, directionnellement, là, ça a vraiment bien du bon sens. Puis tu sais, quand on essaye d'optimiser certaines choses ou d'améliorer la qualité ou la constance du sommeil, ben tu sais, tu l'as, là. Tu le vois très bien sur le graphique. On essaie tout le temps sur la même heure, finalement, comme t'es pas là, tu sais. Fait qu'on va travailler un petit peu plus, c'est vraiment plus facile à suivre. Tu sais. Ben, l'agenda du sommeil aussi marche bien pour ça. Oui, mais ça prend plus de temps. C'est sûr. Et la personne versus ramasser des données passivement, il y a des gens qui vont répondre pas mal plus à ça que faut que je prenne le temps, de rentrer mes informations. Donc, j'adhère en ce sens-là aussi. Puis je pense que pour les professionnels de la santé, on a des mines d'or d'informations pour nous aider. Puis si on veut te rejoindre, te trouver, t'avoir comme neuropsy, c'est via la clinique Aléo? Exactement. Okay. Donc, c'est aleoclinique.com. C'est une clinique de sommeil, des soins virtuels. Donc, tout se passe en ligne, mais avec des thérapeutes qui sont des psychologues, des psychothérapeutes qui connaissent bien, qui sont formés à la thérapie cognitive comportementale de l'insomnie. Puis, ben, ça marche bien. C'est vrai que ça marche. C'est fun puis je vois des patients une journée par semaine, là, puis je fais autre chose à travers ça, mais de voir les gens passer à travers ça, puis la majorité des gens améliorer, puis après ça, se dire, on dirait que je retrouve ma lueur d'espoir, ou tu sais, on dirait qu'il y a tellement de belles choses qui se passent que c'est super motivant. Merci. Merci. Vous venez d'entendre un épisode sprint, une version abrégée de la longue sortie. Cette version contient l'essentiel de la discussion ainsi que les points clés, idéal pour les gens désirant révisiter un épisode ou simplement d'aller droit au but. Ces épisodes sont accessibles pour nos membres. Le contenu fourni dans ce podcast est uniquement à des fins éducatives. Il n'est pas destiné à remplacer un avis médical professionnel, un diagnostic ou un traitement. Consultez toujours votre médecin ou un professionnel de la santé qualifié pour toute question concernant une condition médicale. Ne négligez jamais un avis médical professionnel ou ne tardez pas à le rechercher en raison de quelque chose que vous avez entendu durant un épisode. Aucune relation médecin-patient n'est établie en écoutant ce podcast. Les informations, points de vue et opinions exprimés pendant les épisodes sont ceux des individus impliqués et ne reflètent pas nécessairement les lignes directrices en place. Le contenu des épisodes ne doit être utilisé en aucune circonstance à des fins légales, y compris, mais sans s'y limiter, à l'établissement d'une norme de soins au sens légal ou comme base pour un témoignage d'expert. Aucune garantie n'est donnée quant à l'exactitude des déclarations ou d'opinions exprimées dans ce podcast. Tout le contenu du site web julienmd.com ainsi que le podcast est dédié à améliorer la qualité de vie des gens en fournissant du contenu scientifique, accessible et concret. Il est essentiel pour moi de fournir le tout sans dépendre de publicité ou placement de produits pour des raisons évidentes de conflit d'intérêts. Notre travail est entièrement possible grâce à nos membres. En retour, on leur offre du contenu exclusif et des avantages supplémentaires qui dépassent largement ce qui est disponible gratuitement. Pour nous supporter, allez au julienmd.com dans la section « Devenir membre » où vous trouverez aussi tous les avantages liés à l'adhésion. Vous pouvez me trouver sur Instagram et YouTube @JulienMartelMD.